Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on parlera élucider les cyberdélits grâce aux données de connexion. Ce sera dans quelques instants avec Lisa Bataille, avocate au sein de Klein Vénère. On évoquera ensuite l'admission des preuves déloyales dans le procès civil avec Julie Pasternak, associée au sein de Darrois Villers Maillot Broquier. Et enfin, on fera un zoom sur les fonds de dotation avec Antoine Rousseau, associé gérant d'Alerion. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside sur For Change et on va parler d'élucider les cyberdélits grâce aux données de connexion avec mon invité Lisa Bataille, avocate au sein du cabinet Klein Vénère. Lisa, bonjour. Bonjour Arnaud. Les moyens de justice et de police sont-ils suffisants pour retrouver les cyberdélinquants? Alors aujourd'hui, on assiste malheureusement à une multiplication des cyberattaques sur Internet. Donc cette augmentation est due notamment aux nombreuses possibilités d'intrusion qui existent grâce aux technologies informatiques, à la possibilité de cacher très facilement son identité sur Internet et malheureusement au faible engagement de l'État qui n'a pas su accroître les moyens nécessaires pour faire face aux risques créés. Donc aujourd'hui, on constate que les services enquêteurs n'ont ni les effectifs, ni les compétences parfois nécessaires pour traiter des dossiers qui sont très complexes. Donc malheureusement, sans ces moyens, les services enquêteurs ne peuvent pas traiter la première phase de toute enquête, qui est celle de la collecte de preuves nécessaires à l'identification des auteurs des infractions. Donc ce qui va se passer, qu'on va voir après, c'est qu'il existe des moyens d'investigation privée qui vont permettre de les aider. Alors vous évoquez justement les moyens d'investigation. Comment concrètement on retrouve un cyberdélinquant? Alors pour retrouver un cyberdélinquant, il faut d'abord pouvoir l'identifier. Et donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'est très difficile aujourd'hui parce que la plupart de ces cyberdélinquants, voire tous, masquent leur identité sur Internet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on opère sur Internet, on laisse des traces numériques qu'il est parfois possible d'exploiter. Et donc, ce que la plupart des personnes ignorent, c'est que le législateur impose aujourd'hui à certains opérateurs une obligation de conservation de ces traces numériques qu'on va pouvoir obtenir en interrogeant le juge civil. Et une fois qu'on les aura obtenues, on pourra les adresser au service enquêteur pour les aider à traiter notre plainte. Alors, vous évoquez justement cette obligation de conservation des données. Quelles sont les situations visées? Quelles sont les finalités? Et quelles sont les données objets de cette obligation? Alors, en effet, il y a 3 types d'opérateurs qui ont cette obligation de conservation. On a les OCE, donc les opérateurs de communication électronique, qui sont visés par le CPCE. On a les fournisseurs d'accès à Internet, qui sont un petit peu plus connus, qui sont une sous-catégorie des OCE. Et on a enfin les hébergeurs, que tout le monde connaît, type Facebook. Et donc, ces opérateurs ont toujours eu une obligation de conservation, mais le régime légal a récemment évolué, puisque désormais, cette obligation ne s'applique uniquement pour identifier les auteurs d'infractions pénales, et non plus de fautes civiles. Donc, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de toutes les données qui sont conservées, enfin qu'ils ont l'obligation de conserver, mais si les victimes de cyberattaques devaient retenir un point important, c'est qu'aujourd'hui, ces opérateurs ont l'obligation de conserver les données techniques. Donc, les données techniques, c'est typiquement l'adresse IP, l'identifiant du numéro de téléphone, le port source de l'adresse IP quand il s'agit d'une adresse IP dynamique qui est rattachée à plusieurs personnes. Donc, ces informations-là ne peuvent être conservées que pour identifier l'auteur d'une infraction pénale qui va relever de la criminalité ou de la délinquance grave. Donc pas pour tout type d'infraction. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas dans notre code pénal français de définition de délinquance
grave. Est-ce que la jurisprudence nous donne justement des indices pour cette délinquance grave? Tout à fait, Arnaud. En fait, on a observé des jurisprudences, notamment en 2023, qui ont qualifié certaines infractions qui étaient punies de 2 ou 3 ans d'emprisonnement de délinquance grave. Donc on sait maintenant que lorsqu'on arrive à qualifier une infraction qui peut être potentiellement punie de 2 ans d'emprisonnement, on sait qu'on a des chances d'obtenir ces données-là auprès du juge civil. Donc pour prendre un exemple très concret, par exemple un post sur Facebook, si je suis victime et que je qualifie par exemple un dénigrement, qui est une faute civile, je ne pourrais pas aller voir le juge pour obtenir les données de connexion de l'auteur du post. Si j'arrive à qualifier une diffamation, comme la diffamation peut être punie au maximum d'1 an de prison, on va dire que c'est une infraction pénale mineure, là je vais pouvoir obtenir quelques données, donc les données d'identité et les données de compte, mais qui vont être renseignées par l'auteur. Donc en général, l'auteur va renseigner des fausses informations. Bien sûr. Donc là, nous, on va conseiller aux clients une autre stratégie, parce qu'on sait très bien devant le juge que même si on obtient ces données-là, on va pas pouvoir in fine identifier l'auteur. Quel type de stratégie? Alors, nous, on va essayer, par exemple, on va essayer de qualifier l'infraction la plus grave possible. Donc si je reprends cet exemple de poste, si on rentre par exemple dans une vague de cyberharcèlement, là on va pouvoir qualifier une infraction qui relève de la délinquance grave et demander au juge tout ce qui est données d'identité, données de compte, plus les données techniques. Donc là ça devient intéressant. Donc pour conclure, lorsqu'on est victime de cyberattaque, si je devais donner les actions essentielles à réaliser, donc c'est d'abord mandater un expert technique, parce que parfois dans une entreprise, quand il y a une cyberattaque, on a du mal en fait à trouver la source de cette cyberattaque. Et il faut ensuite pouvoir prouver son existence devant les tribunaux. Ensuite, il faut qualifier les faits, en retenant, comme je vous l'ai dit, une infraction pénale la plus grave possible pour obtenir un périmètre de données plus étendu. Il faut potentiellement faire une notification à une autorité. Typiquement, si c'est une violation de données à caractère personnel, il faut notifier à la CNIL. Et ensuite, si on veut trouver l'auteur de l'infraction, il faut mandater un avocat pour aller voir le juge qui, lui, va conseiller sur une stratégie, donc soit sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, qui est une procédure qui peut être réalisée avant tout procès au fond, soit sur le fondement de la procédure LCEN, qui s'applique uniquement au contenu illicite et qui peut être dirigé uniquement contre un hébergeur ou un FAI. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour votre invitation. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'admission de la preuve déloyale dans le procès civil avec mon invitée Julie Pasternak, associée au sein du cabinet Darrois, Villet, Maillot, Broquier. Julie, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce qu'une preuve déloyale ? Alors Arnaud, une preuve déloyale, c'est une preuve obtenue clandestinement. Très concrètement, c'est un enregistrement audio-vidéo réalisé à l'insu d'une personne. C'est une filature réalisée par un détective privé. C'est la technique du client mystère que vous connaissez peut-être, qui consiste pour un huissier à se faire passer pour un client, mais sans le dire, de manière anonyme, pour pouvoir constater un manquement. Alors, la preuve déloyale n'a pas de définition légale, mais l'arrêt dont on va parler aujourd'hui nous donne une indication sur la définition de ce qu'est une preuve déloyale, et c'est celle qui a été recueillie à l'insu d'une personne ou par l'emploi d'une manœuvre ou d'un stratagème. Alors revenons justement sur cet arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023 qui admet donc la preuve déloyale dans le procès civil. En quoi est-il très intéressant? Alors cet arrêt, Arnaud, opère un revirement de jurisprudence majeur parce que ces preuves déloyales jusque-là n'étaient pas recevables dans les procès civils et commerciaux, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être produits en tant que preuve. Désormais, c'est possible et c'est une révolution dans le droit de la preuve qui est au cœur du procès civil et commercial, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un arrêt d'assemblée plénière, c'est-à-dire la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, parce que c'est un revirement. Et c'est un arrêt qui bénéficie de ce qu'on appelle une motivation enrichie, qui est désormais la règle au sein de la Cour de cassation pour les arrêts les plus importants, et qui permet de vraiment comprendre
pourquoi la Cour de cassation a adopté cette nouvelle solution. Et en l'occurrence, ce que la Cour de cassation a voulu faire, c'est éviter de priver une partie de tout moyen d'apporter la preuve des droits qu'elle allègue, et puis aussi harmoniser la jurisprudence sur la question avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de droit interne en matière pénale. Alors revenons sur l'intérêt de l'arrêt, c'est justement l'admission de la preuve déloyale. Dans quelles conditions cette preuve déloyale peut-elle être admise ? Alors la Cour de cassation pose très clairement ces conditions. D'abord, il faut que le plaideur qui souhaite invoquer une telle preuve demande explicitement au juge d'apprécier si cette preuve est de nature à porter une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le plaideur doit le demander et quelque part assumer que la preuve dont il entend se prévaloir est potentiellement déloyale ou illicite, puisque cet arrêt concerne aussi les preuves illicites. Et alors, comment le juge va mener ce contrôle ? Eh bien, en mettant en balance d'un côté le droit à la preuve, qui est un droit dégagé par la Cour de cassation depuis 2012, et puis les droits antinomiques en présence. Et la Cour de cassation nous dit que le droit à la preuve peut justifier la production d'une preuve déloyale à la condition, et seulement à la condition, que cette preuve soit indispensable, c'est-à-dire pertinente, mais également que l'atteinte apportée soit strictement proportionnée. Et ce contrôle de proportionnalité, c'est un contrôle dont le résultat est inconnu et qui peut être source d'une grande insécurité juridique, puisqu'on ne sait jamais à l'avance ce qu'il peut donner. Quelles sont les conséquences de cette décision pour les entreprises ? Bien, tout simplement, les entreprises vont devoir intégrer désormais cette solution. Elles peuvent être sur écoute, si je puis dire, et ces preuves peuvent, alors si les conditions posées par la jurisprudence évidemment sont réunies, elles pourront être utilisées. Le rapporteur qui avait été désigné dans cette affaire par le Cour de cassation avait d'ailleurs lui-même exprimé la crainte que les stratagèmes, puisque c'est le terme utilisé, se multiplient à la suite de cet arrêt. Et alors, on peut imaginer que ce soit le cas dans tout ce qui concerne les relations de travail, dans les litiges employeurs-salariés. Il y a d'ailleurs l'essentiel de la jurisprudence. Des dizaines de décisions ont déjà été rendues par les juges du fond depuis décembre dernier sur la question. Mais c'est pas seulement les relations de travail qui sont ici concernées, c'est plus généralement toutes les relations, je crois, d'affaires qu'une entreprise peut entretenir avec une ou des autres qui sont potentiellement impactées. Donc le périmètre est assez large. Très large, absolument. Donc d'autres types de conséquences qui sont intéressantes, je rappelle que vous intervenez en contentieux. Quelles sont justement les conséquences en matière de stratégie contentieuse ou d'anticipation des risques ? Alors, je crois que la première chose pour les entreprises à la suite de cet arrêt, c'est d'abord de s'informer correctement sur la solution qui a été rendue pour bien la comprendre et bien en tirer les conséquences. Pour derrière être en mesure cette fois-ci, d'informer leurs propres salariés et de former leurs équipes qui, comme je l'ai dit à l'instant, peuvent désormais être sur écoute. Les entreprises vont aussi sans doute se poser la question, mais doit-on également mettre en œuvre ces stratagèmes puisque potentiellement ils sont recevables ? Et là, Arnaud, moi, je ne sais pas. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que cet arrêt de la Cour de cassation ne donne pas un brevet d'impunité au plaideur qui veut se prévaloir d'une preuve déloyale. Il ne dit pas que les fautes qui ont pu être commises dans l'obtention ou dans la production de ces preuves déloyales sont exonérées de toute responsabilité. Donc attention. Donc à manier avec prudence. À manier avec beaucoup de prudence. Alors, ensuite, les entreprises pourront chercher à éviter d'être quelque part la cible de ces stratagèmes. Alors, si on prend l'exemple des enregistrements audio auxquels on peut penser, on peut imaginer que des entreprises privilégieront des réunions en présentiel, en faisant mettre de côté tous les outils technologiques, téléphones portables, etc. Mais enfin bon, c'est pas vraiment dans l'air du temps de procéder comme ça. On peut aussi imaginer un autre moyen qui serait pour les parties d'encadrer leurs relations d'affaires. Alors c'est le cas dans les deals M&A ou dans les négociations commerciales, par ce qu'on appelle une convention sur la preuve qui pourrait être conclue aussi à l'occasion d'un accord de confidentialité, par exemple, où les parties envisageraient cette question spécifiquement pour l'encadrer, l'emménager, voire l'écarter. Tout ça doit être maintenant analysé. On va conclure là-dessus. Merci Julie d'être venue sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside, on va parler des fonds de dotation avec mon invité Antoine Rousseau, associé gérant au sein du cabinet Alerion. Antoine, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce qu'un
fonds de dotation, depuis quand cet outil existe-t-il? Alors, le fonds de dotation, c'est un outil de financement du mécénat qui est dédié à la philanthropie privée. Ça existe depuis un peu plus de 15 ans. Ça a été créé en 2008, très précisément. C'était à l'initiative à l'époque de la ministre Christine Lagarde qui avait porté ce projet. L'objectif, c'était de créer une nouvelle structure en France qui n'existait pas, à mi-chemin entre l'association Loi 1901, qui est un outil un peu limité dans sa capacité notamment pour mener à bien des missions de philanthropie, d'intérêt général, et à l'inverse de la fondation reconnue d'utilité publique, qui est un outil, lui, réservé vraiment aux grands projets d'intérêt général. Donc l'objectif, c'était vraiment de favoriser, développer les financements privés en faveur de missions d'intérêt général, avec un nouvel outil qui apportait plus de souplesse. Alors, c'est quoi? C'est une personne morale, donc qui a sa propre personnalité juridique, son propre patrimoine, comme une société, comme une association, et c'est un organisme à but non lucratif. Donc l'objectif, c'est pas de faire des profits et de les partager avec ses membres, c'est vraiment une mission philanthropique d'intérêt général. Le fonds de dotation, il peut être créé par des personnes physiques ou des personnes morales, et donc ces fondateurs vont apporter au fonds une dotation à la création dont ils se défont de manière irrévocable, donc qu'ils ne pourront jamais récupérer. Et la dotation, c'est quoi? Ça peut être une somme d'argent, évidemment, mais pas seulement. On peut apporter à un fonds de dotation un immeuble, par exemple, un portefeuille de titres, des actions, ou encore, par exemple, des œuvres d'art. Une fois créé, le fonds, il utilise cette dotation, il la gère, il la fait fructifier, et en parallèle, il fait appel à des financements privés, à des dons, pour pouvoir réaliser sa mission d'intérêt général ou pour financer des missions d'intérêt général. Donc un fonds de dotation, il peut lui-même exercer son but. Il peut aussi être redistributeur et donc financer d'autres associations, des fondations, d'autres missions d'intérêt général. D'intérêt général, donc c'est dans des domaines réservés, par exemple l'éducation, la réinsertion, la recherche médicale, la culture, la protection de l'environnement, par exemple. L'un des grands avantages du fonds de dotation, c'est qu'il bénéficie de ce qu'on appelle la grande capacité juridique. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que il peut recevoir des dons manuels, donc les dons que vous et moi on peut faire aux associations, mais aussi des donations. Donc ça, ce sont des actes passés à titre gratuit devant notaire, par exemple la transmission d'un immeuble, et également des legs. Ça veut dire que vous pouvez léguer des biens ou des sommes d'argent à un fonds de dotation après l'ouverture de votre succession. Et un autre moyen de financement des fonds de dotation, c'est aussi la générosité publique, c'est-à-dire que le fonds de dotation, moyennant le dépôt d'une petite déclaration auprès de la préfecture, mais ça s'obtient facilement, il peut faire des campagnes d'appel aux dons. Alors on en sait plus sur ce qu'est un fonds de dotation, mais est-ce que cet outil bénéficie d'avantages fiscaux? Oui, justement, évidemment, c'est l'un des intérêts. Il bénéficie du dispositif favorable fiscal du mécénat. Alors concrètement, c'est quoi ce dispositif? Alors, il y a trois grandes choses à savoir. Pour les personnes physiques, donc les dons faits par les particuliers, ça leur permet de bénéficier à ces particuliers donateurs d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% des sommes versées. Donc c'est très intéressant. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Il y a quand même une limite, c'est que la réduction d'impôt sur le revenu ne peut pas dépasser 20% du revenu imposable. Deuxième chose, c'est pour les entreprises qui font des dons au fonds de dotation. Également, ces entreprises-là, donatrices, au fond, peuvent avoir des réductions de leur impôt sur les sociétés. Et la réduction, cette fois-ci, pour les sociétés qui sont donatrices, elle est égale à 60% des sommes versées, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d'affaires ou alors d'un montant annuel de 20 000 euros. C'est donc aussi intéressant et donc c'est incitatif pour les entreprises pour qu'elles donnent. Bien sûr. Troisième chose qui n'est pas du tout négligeable non plus, c'est que les dons
et les legs qui sont faits aux fonds de dotation sont exonérés de droits de donation et de droits de succession. Ah, c'est intéressant. Et c'est très intéressant, en ce compris pour les fondateurs. Donc, si vous créez votre fonds de dotation en lui apportant une forte somme d'argent, en lui transmettant un immeuble, ou en lui transmettant, après votre succession, vos biens, ou une partie de vos biens, eh bien, il n'y aura pas il n'y aura pas du tout de droit de donation ou de succession. Pourquoi? Parce que vous vous défaites définitivement et de manière irrévocable aussi de ces sommes-là, mais ces sommes, elles vont aller au fond et elles vont permettre au fond de réaliser une bonne cause, une mission d'intérêt général, une mission philanthropique. On vient de voir les avantages fiscaux des fonds de dotation. Quelle est la différence par rapport à une association ou une fondation reconnue d'utilité publique? Alors en effet, c'est différent. Une association, elle agit autour d'un objectif commun de ses adhérents. Mais cet objectif-là n'est pas forcément d'intérêt général. Je crois qu'en France, il y a presque 1,8 million ou 2 millions d'associations. Elles ne sont pas toutes à vocation philanthropique. Donc ça, c'est une grosse différence. Deuxième chose, c'est que l'association, elle peut pas fonctionner sans ses adhérents. Elle peut pas survivre s'il y a plus d'adhérents, alors que le fonds de dotation, vous pouvez le créer et prévoir qu'après votre disparition, son activité se poursuivra avec des successeurs. Autre différence avec l'association loi 1901, comme on dit, c'est que dans l'association, c'est la règle de la démocratie qui prévaut. Tous les adhérents, normalement, doivent pouvoir voter en assemblée générale et donner leur avis. L'avantage du fonds de dotation, si vous le créez, c'est que vous pouvez le contrôler à 100%. Vous n'êtes pas obligé de partager le pouvoir et la gouvernance avec d'autres membres, ce qui est une différence importante. Pour ce qui concerne la fondation reconnue d'utilité publique, la différence, elle se place plutôt au niveau de la création et du fonctionnement. Créer une fondation reconnue d'utilité publique, c'est très lourd. Ça prend entre 2 et 4 ans. Oui. Ça nécessite un décret ministériel du ministère de l'Intérieur sur avis préalable du Conseil d'État. Donc c'est assez lourd. C'est très lourd. Ça nécessite aussi un apport au début d'une dotation d'au moins 1,5 million, voire 2 millions d'euros. Donc évidemment, c'est assez conséquent. C'est très conséquent, c'est réservé aux grands projets philanthropiques. Une autre différence, c'est aussi que quand vous créez une fondation, vous n'avez pas le droit de la contrôler. Les créateurs d'une fondation n'ont pas le droit d'avoir plus d'un tiers des sièges au conseil d'administration. Donc, quand vous créez votre fondation, vous vous défaites des biens que vous lui apportez, mais aussi vous vous défaites de sa gouvernance. Ce qui n'est pas du tout le cas du fonds de dotation. Le fonds de dotation, vous le créez en quelques semaines, quelques jours si c'est très urgent, par une déclaration auprès de la préfecture. Il n'y a pas de contrôle administratif préalable, il n'y a pas d'autorisation préalable. C'est une très grande différence. Voilà, avec la fondation. Il y a un montant minimum de dotation à apporter qui est de 15 000 euros pour éviter les créations de fonds qui ne fonctionneront pas. Mais 15 000 euros, c'est pas très important. Et la seule obligation, c'est de nommer un conseil d'administration avec 3 membres de ce conseil-là. Mis à part ça, c'est la liberté totale dans les statuts et vous pouvez vraiment, un peu à la carte, prévoir le fonctionnement que vous voulez de votre fonds de dotation. Donc, très grande souplesse de création, de fonctionnement et la grande capacité juridique. Donc, pour résumer, le fonds de dotation, il cumule tous les avantages de l'association loi 1901 pour sa facilité de création, sa souplesse, tous les avantages ou quasiment de la fondation pour la grande capacité juridique, sans leurs inconvénients. Alors, vous venez de lister tous les avantages des fonds de dotation. Est-ce que ça fonctionne en France? Quel est son succès? Oui, c'est un réel succès. Depuis 2008, je crois il s'en est créé à peu près 4000 aujourd'hui, avec à peu près environ 3000 qui sont vraiment actifs, à peu près 2,5 milliards de valorisation détenue par les fonds de dotation. Il s'en crée entre 20 et 30 par mois, donc c'est un vrai succès. Donc ça marche bien. Ça marche bien. C'est un outil qui peut rester encore un peu méconnu, peut-être du grand public. Association, tout le monde sait ce que c'est. Fondation, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Quand on dit fonds de dotation, ça parle pas forcément aux non-initiés, c'est un peu dommage. On aurait préféré un autre nom, par exemple, à l'époque, dans les travaux parlementaires, il était prévu d'appeler ça fondation privée.
ce qui je trouve est un petit peu plus parlant. Mais c'est un vrai succès dans tous les domaines. Des familles créent leur fonds de dotation, des chefs d'entreprise qui vendent leur structure créent un fonds de dotation, mais aussi des musées. Le musée du Louvre a son fonds de dotation, le PSG a son fonds de dotation. Récemment, on en a vu aussi dans la presse, Le Monde la détention du journal Le Monde a été transférée à un fonds de dotation par Xavier Niel. Oui. Voilà. Et dans la presse, on peut aussi citer le journal Libération, aussi Mediapart, qui sont détenus et contrôlés par des fonds de dotation. Et se développe également en France l'actionnariat via les fonds de dotation, c'est-à-dire qu'on voit commencer certains groupes importants, des groupes commerciaux, privés français, souvent des groupes familiaux, dont la transmission se fait au bénéfice de fonds de dotation, ce qui existe déjà depuis longtemps dans les pays anglo-saxons et ce qui en France n'existait quasiment pas et qui se développe. Donc vraiment c'est un succès, ça a vocation à se développer et si on résume, c'est un outil où tout le monde est gagnant, il est facile à créer, il est facile à gérer. Il apporte des bénéfices fiscaux à ses fondateurs, mais aussi à ses donateurs. Et d'une manière générale, il encourage en France les initiatives privées, les financements privés en faveur de l'intérêt général. Bon, bah voilà, peut-être qui motivera, encouragera nos téléspectateurs à créer un fonds de dotation. Merci pour cet éclairage. Je vous en prie, merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur 4Change et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.